Les amis de ma femme ont passé des mois à venir chez nous pour lui dire qu'elle méritait un homme meilleur que moi. Et quand elles m'ont enfin dit, en face, que je n'étais pas à sa hauteur, elle est restée silencieuse, sans me défendre. Alors je suis parti. Je l'ai laissée là. Tout ce que je voulais, c'était parler. Elle a préféré écouter ses amis. À la fin, c'est moi qui suis parti, mais elles n'ont jamais quitté notre mariage. Jamais je n'aurais imaginé que mon mariage finirait de cette façon. Mais maintenant, en écrivant ces lignes, je vois clairement tous les signes qui ont mené à ce moment final, celui où j'ai fait mes valises et franchi la porte. Je m'appelle David, et j'ai été marié à Sarah pendant 8 ans avant que tout s'effondre. Et le pire, c'est que tout ça s'est produit devant ses amis, celle-là même qu'elle voulait impressionner plus que protéger son propre mari. J'ai rencontré Sarah à la fac. À l'époque, elle semblait être une toute autre personne. Douce, attentionnée, et nous rêvions ensemble d'une vie simple à deux. Mais à un moment donné, après notre mariage et l'achat de notre maison en banlieue, elle a commencé à fréquenter un groupe de femmes du quartier qui l'ont complètement changée. Ces femmes étaient toutes mariées à des hommes qui gagnaient beaucoup plus que moi. Elles passaient leur journée à faire du shopping, déjeuner dans des restos chers, et parler du boulot de leur mari, des voyages de luxe, des voitures étrangères et des bijoux hors de prix. Sarah s'est mise à comparer notre vie à la leur, et à agir comme si elle avait honte de moi et de mon métier de prof de lycée. Et dire que quand on s'est marié, elle disait admirer mon envie d'aider les jeunes à apprendre et à grandir. Le groupe se composait de Rebecca, mariée à un avocat, Jessica, dont le mari était propriétaire d'un restaurant, Maria, mariée à un médecin, et Linda, dont le mari travaillait dans l'immobilier et touchait des commissions énormes en vendant des maisons de luxe. Tous les mardis, ces femmes venaient chez nous pour ce qu'elles appelaient leur « club café », mais en réalité, c'était juste une excuse pour bavarder, frimer et se sentir supérieures les unes aux autres. Au début, Sarah faisait en sorte que je ne sois pas là pendant leurs réunions. Elle me demandait de rester plus longtemps au lycée ou de sortir faire des courses quand elle venait. Mais j'ai fini par remarquer qu'elle était toujours différente après leur départ. Silencieuse, de mauvaise humeur, et elle lâchait des remarques du genre « On devrait avoir une maison plus grande, tu n'as jamais pensé à chercher un travail mieux payé ». Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle répondait simplement « Rien » avant d'aller se coucher plus tôt. La première fois que j'ai vraiment compris ce qui se passait, c'était il y a environ 6 mois. J'étais rentré plus tôt à cause d'une migraine. En entrant dans le salon, je les ai vues toutes les 5 assises autour de notre table basse, avec leurs sacs de luxe et leurs vêtements de marque. Elles parlaient de leur mari, de combien ils gagnaient, et des voitures qu'ils conduisaient. Quand Sarah m'a vu, elle a rougi et m'a présenté à ses amis, alors que je les connaissais déjà pour la plupart à travers les fêtes du quartier. Rebecca m'a regardé de haut en bas et m'a lancé un « bonjour » sec, bien clair qu'elle trouvait que je dérangeais. Jessica a juste fait un signe de tête sans me regarder. J'ai salué tout le monde et je suis allé dans la cuisine me servir un verre d'eau pour la migraine. Mais je les ai entendus parler à voix basse, et j'ai entendu Sarah dire que j'avais eu une journée difficile au boulot. Quand je suis revenu pour monter à l'étage, Maria a lâché un commentaire, « Ça doit être bien d'avoir des vacances d'été, comme les profs. » Mais elle l'a dit sur un ton qui insinuait que j'étais fainéant ou que mon travail était facile. J'ai eu envie d'expliquer que les profs n'ont pas vraiment de vacances, on utilise ce temps pour préparer les cours, suivre des formations, et beaucoup d'entre nous prennent un deuxième boulot pour compléter les revenus. Mais avant que je dise quoi que ce soit, Sarah a changé de sujet en parlant d'un nouveau resto que le mari de Jessica avait acheté. Je suis monté, j'ai pris un cachet et j'ai essayé de dormir, mais cette scène restait dans ma tête, la manière dont ces femmes me regardaient, et comment Sarah semblait avoir honte de moi. Après ce jour-là, tout a empiré. Sarah a commencé à inviter ses amis plus souvent, et elle ne se souciait même plus de planifier les rencontres pendant mes absences. On aurait dit qu'elle voulait que je sois là, juste pour qu'elle puisse voir à quel point leur mari était meilleur que moi. Et elle semblait aimer ça, quand elle m'ignorait ou me parlait avec mépris, là, dans mon propre salon. Les remarques ont commencé doucement, mais elles sont devenues de plus en plus cruelles. Rebecca faisait des blagues du genre, un prof, ça ne doit rien comprendre à l'argent ou aux affaires, et Jessica parlait des bijoux hors de prix que son mari lui offrait, en regardant toujours l'alliance de Sarah, une bague simple, parce que c'est ce que j'avais pu lui offrir quand je l'ai demandé en mariage. Maria faisait souvent des commentaires sur les longues heures que son mari passait à travailler pour subvenir aux besoins de la famille, comme si elle insinuait que je ne faisais pas assez d'efforts. Et Linda racontait leurs vacances luxueuses, en insistant sur l'importance de profiter des bonnes choses de la vie.
Sarah ne me défendait jamais pendant ces conversations, parfois, elle participait même, en disant qu'on devait être plus ambitieux, ou qu'elle aimerait qu'on puisse faire davantage de choses. Elle a commencé à parler de la réussite et de la détermination des maris de ses amis, et poussait des soupirs en regardant autour de notre maison, qui était tout à fait bien, mais pas aussi grande ni luxueuse que les leurs. Le pire, c'était que ces femmes faisaient ces commentaires en ma présence, comme si je n'étais même pas là, ou comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Elles parlaient des promotions et des primes de leurs maris en me regardant comme si j'étais un raté. Et Sarah hochait la tête, comme pour valider tout ce qu'elle disait. J'ai essayé de lui parler, de lui dire que ses amis me faisaient sentir comme un intrus dans ma propre maison, mais elle se mettait sur la défensive. Elle me disait que j'étais trop sensible, ou que je ne comprenais pas comment les femmes parlaient entre elles. Selon elle, ses amis ne faisaient que partager leur quotidien, et je ne devais pas tout prendre personnellement. Mais je savais que c'était plus que ça, parce qu'on pouvait voir leur regard complice à chaque remarque piquante. Un jour de mars, la situation a atteint un point de rupture, un moment que je n'oublierai jamais. Je suis rentré plus tôt du lycée, parce que c'était une demi-journée à cause des réunions parents-profs, et j'ai trouvé le club café bien installé dans notre salon. Elles parlaient d'un gala de charité auquel elles allaient toutes assister avec leur mari, décrivant leur rebord de prix et les dons généreux que leur mari faisait juste pour impressionner les autres invités. Je les ai salués et je suis allé à la cuisine me faire un sandwich, puisque je n'avais pas déjeuné. Mais j'ai pu les entendre parler de moi dans la pièce à côté. Rebecca a dit quelque chose comme « Dommage que tout le monde ne puisse pas se permettre ce genre d'événement », et Jessica a ri en ajoutant « Certaines personnes ont juste des priorités différentes dans la vie ». Quand je suis repassé avec mon sandwich, Maria m'a regardé et a lancé « Ça doit être agréable d'avoir une vie aussi simple, sans le stress et les responsabilités d'une carrière exigeante ». Elle souriait, mais son ton était venimeux. Linda a approuvé, en disant que certaines personnes étaient simplement faites pour des métiers différents. J'ai senti mon visage chauffer, et j'ai eu envie de répondre. Mais avant que je dise quoi que ce soit, Sarah a ri et a dit qu'elle se demandait parfois ce que ça ferait d'être mariée à quelqu'un de plus ambitieux. Elle l'a dit sur un ton de plaisanterie, mais tout le monde savait qu'elle était sérieuse. Ses amis se sont échangés des regards et des sourires complices. Rebecca a alors dit que Sarah était une femme si belle et intelligente qu'elle aurait probablement pu épouser n'importe qui. Et elle lui a demandé si elle avait déjà imaginé à quoi sa vie aurait ressemblé si elle avait fait d'autres choix. Un silence est tombé dans la pièce. Tout le monde regardait Sarah, attendant sa réponse. Et moi, j'étais là, debout, mon sandwich à la main, en voulant disparaître. Sarah m'a fixé longuement, puis elle a regardé de nouveau ses amis et a dit qu'elle essayait de ne pas penser à ce genre de choses, parce que ce n'était pas juste de comparer. Mais juste après, elle a admis que parfois, elle se demandait ce que ce serait d'être avec quelqu'un qui pourrait lui offrir plus d'opportunités et d'expérience. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle avait parfois l'impression que notre vie ensemble était limitée. Et toutes ses amies ont hoché la tête, comme si elles comprenaient parfaitement ce qu'elle voulait dire. Jessica a commenté qu'il était important pour une femme d'avoir un partenaire qui corresponde à son niveau d'ambition et de sophistication. Elle a dit que certaines personnes étaient simplement plus déterminées que d'autres. Maria a ajouté qu'il était difficile d'évoluer personnellement quand on est avec quelqu'un qui se satisfait de la médiocrité. Et Linda a conclu en disant que la vie était trop courte pour se contenter de moins que ce qu'on désire vraiment. Je suis resté là, à écouter ma femme et ses amis parler de moi comme si j'étais un cas social ou un poids mort. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, quelque chose que je n'ai jamais vraiment réussi à réparer. Sarah m'a regardé de nouveau, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle croyait vraiment à tout ça. Elle pensait probablement comme ça depuis longtemps, elle ne me l'avait juste jamais dit. J'ai posé mon sandwich sur la table basse et j'ai dit que je devais sortir pour régler quelques affaires. Je suis parti sans dire au revoir à personne. J'ai conduit pendant 2 heures, en réfléchissant à tout ce qui venait de se passer, en essayant de comprendre à quel moment ma femme avait cessé de me respecter et avait commencé à avoir honte de moi. Quand je suis rentré ce soir-là, les amis de Sarah étaient déjà partis. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé si on pouvait parler, et elle a dit oui. Je lui ai dit que j'avais entendu ce qu'elle avait dit à propos d'imaginer sa vie avec quelqu'un d'autre, et sur le fait qu'elle se sentait limitée parce qu'elle était mariée avec moi. À ce moment-là, Sarah s'est braquée et m'a dit que je sortais tout de son contexte, que ce n'était qu'une conversation entre copines. Elle a dit que les femmes parlaient souvent de scénarios hypothétiques et que ça ne voulait rien dire. Mais à la façon dont elle évitait mon regard,
on voyait bien qu'elle savait qu'elle avait dépassé les bornes. Je lui ai dit que ce n'était pas seulement à propos de ce qu'elle avait dit ce jour-là, mais sur la façon dont elle me traitait depuis des mois devant ses amis, qu'elle ne me défendait jamais quand elle faisait des remarques sur mon travail ou notre style de vie. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'elle avait honte de moi, et qu'elle aurait préféré être mariée à un homme comme le mari de Rebecca ou de Jessica, qui pouvait lui offrir des cadeaux chers et l'emmener à des événements mondains. Sarah s'est mise à pleurer et m'a dit que ce n'était pas vrai. Mais elle a fini par admettre que, parfois, elle se sentait frustrée de ne pas pouvoir faire les mêmes choses que ses amis avec leur mari. Elle a dit qu'elle se sentait mise à l'écart quand elle parlait de voyages, de shopping et de dîners luxueux et qu'elle aimerait vivre ce genre d'expérience aussi. Je lui ai dit que je comprenais son désir d'avoir de belles choses et de nouvelles expériences, mais que la façon dont elle gérait ses sentiments était en train de détruire notre mariage. Je lui ai dit que ses amis se servaient de ses insécurités pour se sentir mieux dans leur propre vie, et qu'elle laissait ça affecter la manière dont elle me traitait, alors qu'elle aurait dû simplement me parler ouvertement de ce qu'elle voulait. Sarah m'a répondu que ses amies étaient des femmes accomplies, qui savaient ce que c'était d'avoir des standards élevés, et que peut-être je devrais être plus motivé à améliorer notre situation au lieu de me contenter de la vie qu'on avait. Elle a dit que les maris de ses amis s'étaient battus pour en arriver là où ils sont, et que peut-être moi aussi, je devais faire plus d'efforts au lieu d'accepter que l'enseignement soit tout ce que je ferais pour le reste de ma vie. La discussion a duré des heures et est devenue de plus en plus tendue, avec des mots échangés des deux côtés qu'on ne pouvait plus retirer. Sarah continuait à défendre ses amis, disant qu'elles essayaient seulement de l'encourager à viser plus haut, et moi, j'insistais pour dire qu'en réalité, elle l'encourageait à vouloir moins de moi. Les semaines suivantes ont été tendues et inconfortables. On essayait de faire semblant que tout allait bien, mais je sentais Sarah s'éloigner un peu plus chaque jour. Elle passait encore plus de temps avec ses amis, et rentrait à la maison en racontant leurs nouvelles réussites, leurs achats, ou les dernières promotions de leur mari, toujours avec ce ton de comparaison, comme si cela soulignait combien notre vie était inférieure. Les réunions du Club Café du mardi ont continué, et j'ai commencé à passer plus de temps au lycée ou à aller directement à la salle de sport, juste pour éviter d'être à la maison quand elles étaient là. Mais parfois je rentrais et elles étaient encore présentes, en train de chuchoter dans la cuisine ou le salon, faisant des remarques sur mon apparence fatiguée ou stressée, suggérant que peut-être Sarah devrait trouver un moyen de me motiver à réussir davantage. Puis, un soir d'avril, je suis rentré d'une réunion avec l'équipe enseignante et j'ai trouvé Sarah assise à la table de la cuisine avec une pile de brochures, des maisons de luxe, des voitures chères et des destinations de vacances hors de prix. Elle m'a dit que Linda lui avait donné quelques idées pour améliorer notre style de vie, et qu'elle voulait discuter de changements à faire dans notre situation financière. J'ai pris les brochures, et j'ai vite compris que tout cela nécessitait de dépenser de l'argent qu'on n'avait pas, ou de s'endetter à un niveau que mon salaire de professeur ne permettrait jamais. Sarah a suggéré que peut-être il était temps pour moi de chercher une autre carrière, mieux payée ou même de prendre un deuxième emploi, pour qu'on puisse commencer à vivre comme les maris de ses amis. Je lui ai dit que j'aimais enseigner, que j'étais bon dans ce que je faisais, et que je ne voulais pas quitter une profession où j'avais l'impression de faire une vraie différence, juste pour pouvoir acheter des choses chères pour impressionner ses amis. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment plus d'argent, peut-être qu'elle devrait envisager de trouver un travail elle aussi au lieu de passer ses journées à faire du shopping et boire du café avec des femmes qui ne savaient que rabaisser les autres. Sarah est devenue furieuse. Elle a dit que les maris de ses amis n'attendaient pas d'elle qu'elle travaille, parce qu'ils gagnaient suffisamment pour faire vivre la maison confortablement. Elle a dit que ce n'était pas juste que je m'attende à ce qu'elle travaille alors que le problème, c'était moi, parce que je n'étais pas capable de lui offrir le genre de vie que les couples réussis menaient. Et elle a conclu en disant que peut-être le vrai problème, c'était mon manque d'ambition, et non ses rêves à elle. Cette dispute a duré jusqu'à presque minuit. Et à la fin, on disait déjà des choses en sachant pertinemment que ça allait blesser l'autre autant que possible. Sarah m'a dit qu'elle en avait marre d'avoir honte quand ses amis parlaient de leur vie, parce qu'elle n'avait rien de comparable à raconter. Et moi, je lui ai dit que j'en avais assez de me sentir comme un raté dans ma propre maison, juste parce que je ne pouvais pas rivaliser avec des hommes qui avaient des carrières et des priorités complètement différentes des miennes. Le lendemain matin, on a à peine échangé quelques mots. Et j'ai senti que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Sarah avait l'air d'avoir déjà pris une décision, comme si elle attendait juste le bon moment pour me dire ce qu'elle pensait vraiment. Ce moment est arrivé le mardi suivant. J'étais rentré plus tôt du lycée parce qu'un de mes élèves avait eu un accident de voiture, et j'étais trop bouleversé pour continuer à donner cours l'après-midi. Quand je suis rentré dans la maison, le Club Café était réuni comme d'habitude. Mais cette fois,
elles se sont toutes tues dès qu'elles m'ont vu. Et j'ai tout de suite compris qu'elles parlaient de quelque chose de sérieux. J'ai salué brièvement et commencé à monter les escaliers, mais Rebecca m'a appelé, me demandant de revenir car elles avaient quelque chose d'important à me dire. Au ton de sa voix, je savais déjà que ce ne serait pas agréable. Mais je suis revenu dans le salon et je suis resté debout près de la porte. Rebecca a regardé les autres, puis m'a regardé et a dit qu'elles avaient beaucoup discuté de la situation de Sarah, et qu'elles étaient inquiètes pour son bonheur. Elle a dit que Sarah était une femme merveilleuse, et qu'elle méritait un partenaire à la hauteur de son intelligence et de son potentiel. Selon elle, j'étais un frein dans la vie de Sarah, l'empêchant d'atteindre tout ce qu'elle pouvait accomplir. Jessica a pris la parole et a dit que tout avait remarqué à quel point Sarah semblait malheureuse, et qu'il était évident qu'elle n'était pas épanouie dans son mariage. Elle a dit que Sarah était trop loyale et gentille pour me dire ça en face, mais que tout le monde autour d'elle savait qu'elle avait besoin de plus que ce qu'elle recevait. Maria a enchaîné en disant qu'elles encourageaient Sarah depuis quelque temps à réfléchir sérieusement à ce qu'elle voulait pour sa vie. Qu'il était peut-être temps qu'elle se demande si elle était encore avec la bonne personne pour ses rêves et ses projets d'avenir. Elle a dit que parfois, les gens évoluent dans des directions différentes et que ce n'était la faute de personne, mais qu'il fallait être honnête quand une relation ne fonctionnait plus. Linda a approuvé et a dit que Sarah était encore jeune, belle et intelligente, et qu'elle ne devait pas gaspiller les meilleures années de sa vie avec quelqu'un qui ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle méritait. Elle a dit qu'elle voulait tout le meilleur pour elle, et que parfois, cela impliquait de prendre des décisions difficiles concernant des relations qui n'apportaient plus rien à personne. Pendant qu'elle disait tout ça, je regardais Sarah, assise sur notre canapé, les yeux baissés vers ses mains. Elle ne disait rien. Elle ne me défendait pas. Elle ne disait pas que tout cela était exagéré ou que ses amis dépassaient les limites en me parlant ainsi, chez moi. J'ai attendu qu'elle se lève, qu'elle leur demande d'arrêter. Mais elle est restée silencieuse. Pendant que ses amis me disaient, sans détour, que je n'étais pas assez bien pour ma propre femme. Finalement, j'ai demandé à Sarah si elle était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Si elle ressentait ça elle aussi. Elle m'a regardé et m'a dit qu'elle ne savait pas comment répondre, mais qu'elle réfléchissait beaucoup à la question de savoir si on voulait vraiment les mêmes choses dans la vie. Rebecca a alors dit que Sarah s'était confiée à elle, qu'elle leur avait parlé de ce sentiment d'être coincée dans un mariage où elle ne pouvait ni évoluer ni vivre les expériences dont elle rêvait. Elle a dit que Sarah était trop gentille pour me blesser en me disant tout cela en face, mais qu'elle leur avait avoué qu'elle avait parfois l'impression d'avoir accepté moins que ce qu'elle voulait vraiment lorsqu'elle s'était mariée avec moi. J'ai eu l'impression de prendre un coup de poing dans le ventre. J'ai regardé Sarah et je lui ai demandé si elle avait vraiment dit tout ça. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle était confuse, frustrée, qu'elle avait peut-être trop parlé, mais que ses sentiments étaient compliqués et qu'elle ne savait pas comment les organiser dans sa tête. C'est alors que Jessica a dit que Sarah méritait d'être avec quelqu'un qui était à son niveau intellectuellement. Et que ce n'était juste ni pour elle ni pour moi de rester dans un mariage où l'un des deux avait l'impression de se contenter de moi. Elle a dit que Sarah était une femme instruite, pleine de potentiel, et qu'elle avait besoin d'un partenaire qui la pousse à aller plus loin, qui lui offre des opportunités de grandir, pas quelqu'un qui se satisfaisait d'une vie simple. Cette phrase, à son niveau, m'a frappé comme une gifle en plein visage. Et c'est à ce moment précis que tout a pris sens. Tous ces mois de commentaires, de comparaisons, de petits rires, de regards, tout menait à cet instant. Les amis de Sarah avaient réussi à la convaincre qu'elle était trop bien pour moi. Que j'étais un poids, un frein dans sa vie. Qu'elle méritait mieux, un homme plus accompli. J'ai regardé Sarah droit dans les yeux et je lui ai demandé. « Tu penses vraiment que je suis en dessous de ton niveau? C'est comme ça que tu vois notre mariage ?» Un silence total s'est installé. Tout le monde la regardait, attendant sa réponse. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle cherchait désespérément les bons mots. Après quelques secondes, elle a dit. « Je ne pense pas en termes de niveau, mais, parfois j'ai l'impression qu'on est à des étapes différentes de nos vies. Et peut-être, qu'on veut des choses différentes pour l'avenir. » Elle a dit que ses amis lui avaient fait comprendre qu'elle avait le droit d'attendre plus de la vie. Qu'on avait peut-être changé, tous les deux, depuis le mariage, et que ces changements nous avaient rendus moins compatibles. Rebecca a approuvé et a dit que ce n'était la faute de personne si deux personnes s'éloignaient, mais qu'il fallait être honnête quand une relation n'avait plus de sens. Elle a ajouté que Sarah était encore assez jeune pour recommencer à zéro, et qu'elle méritait quelqu'un qui puisse lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé. Et que moi aussi, je méritais quelqu'un qui me valorise pour ce que je suis et pas pour ce qu'on pense que je devrais être. Je suis resté là,
à écouter un groupe de femmes discuter de mon mariage comme s'il s'agissait d'une entreprise mal gérée, d'une société en faillite, et c'est là que j'ai compris, Sarah avait déjà pris sa décision. Elle avait choisi les opinions de ses amis plutôt que notre histoire. Elle les avait laissés la convaincre que j'étais un obstacle à son bonheur. D'une voix ferme, j'ai dit. J'en ai assez entendu. Je n'ai pas besoin qu'un groupe de femmes vienne me dire, chez moi, que je ne suis pas assez bien pour ma femme. Si toi, Sarah, tu crois vraiment t'être contentée de moins en m'épousant, alors il faut qu'on ait une conversation sérieuse sur ce que cela signifie pour notre avenir. Ses amies se sont regardées, avec une expression satisfaite, comme si elles avaient accompli leur mission. Rebecca a dit. Parfois, la vérité fait mal, mais il vaut mieux faire face à la réalité que de vivre dans le déni. Jessica a ajouté qu'elle voulait juste aider Sarah à découvrir ce qui la rendrait vraiment heureuse. Et Maria a dit qu'elle tenait trop à elle pour la laisser gaspiller sa vie dans le malheur. J'ai regardé Sarah une dernière fois et j'ai demandé. Tu veux que je parte pour que tu puisses continuer à parler de notre mariage avec tes amis? Ou tu veux qu'elle parte pour qu'on puisse discuter entre nous? Elle a regardé tour à tour ses amis, puis moi. Et elle a dit. Peut-être que ce serait mieux si tu me laissais un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai su, notre mariage était terminé. Parce qu'elle avait choisi de me faire partir, au lieu de leur demander de partir. Je suis monté, j'ai pris un sac et j'ai mis quelques vêtements pour passer quelques jours ailleurs. En rangeant mes affaires, j'entendais leur voix en bas, basse, commentant ce qui venait de se passer, comme si elles assistaient au dernier épisode d'un drame qu'elles avaient elles-mêmes écrit. Quand je suis redescendu avec mon sac, Sarah était dans le couloir, l'air perdu, les yeux embués. Je lui ai dit que j'allais rester quelque temps chez mon frère, pour lui laisser tout l'espace nécessaire pour réfléchir. Et que, quand elle serait prête à vraiment discuter, on déciderait quoi faire. Elle a tenté de dire quelque chose, mais j'ai levé la main et j'ai dit. Je ne veux plus rien entendre sur le fait que je ne suis pas assez bien. Si tu crois vraiment à tout ce que tes amis t'ont mis en tête, alors on mérite tous les deux mieux que de faire semblant que ça fonctionne encore. Je suis passé par le salon. Ses amies étaient là, assises, observant chaque mouvement, comme si elles savouraient le dénouement du drame qu'elles avaient aidé à provoquer. Rebecca a encore eu le culot de dire. J'espère que tu comprends, on voulait juste aider. Je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai répondu. Détruire le mariage de quelqu'un, ce n'est pas aider. Vous êtes venu chez moi, pendant des mois, me faisant sentir comme un intrus, comme un raté, et vous avez réussi à retourner la tête de ma femme, à la convaincre qu'elle mérite mieux que ce que nous avons construit ensemble. Je les ai regardées une par une et j'ai dit. Vous êtes le genre de femme qui ne peut pas être heureuse sans rabaisser le bonheur des autres. Et sincèrement, j'ai de la peine pour vos maris, qui doivent vivre avec des femmes jamais satisfaites de rien. Linda a essayé de répliquer, mais j'étais déjà à la porte. Et avant de sortir, j'ai encore dit. Félicitations. Vous avez réussi. Vous pouvez maintenant vous applaudir d'avoir détruit un mariage. J'ai dit à Sarah que j'espérais que sa nouvelle vie, avec quelqu'un de plus digne, la ferait se sentir mieux et que ça aiderait aussi ses amis à régler leurs propres problèmes. Je suis sorti de la maison et je suis allé directement chez mon frère, Tom. J'ai passé les 3 jours suivants à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé, à assimiler la douleur, l'humiliation, et la fin imminente d'un mariage de 8 ans. Quand j'ai tout raconté à Tom, il est devenu furieux. Il a dit que les amis de Sarah avaient l'air de personnes toxiques, qui se nourrissent du drame des autres. Il a ajouté qu'il n'avait jamais aimé la manière dont Sarah avait changé depuis qu'elle traînait avec ce groupe et que lors des réunions de famille, on voyait clairement qu'elle était mal à l'aise avec notre style de vie plus simple. Tom a été direct. Une vraie épouse défend son mari. Elle ne laisse pas une bande de commères envahir sa maison et détruire son mariage. Sarah a montré qui elle est vraiment. Et tu l'as vu de tes propres yeux. Pendant ces 3 jours, j'ai appelé Sarah plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. Quand elle a enfin décroché, elle a dit qu'elle avait encore besoin de temps. Qu'elle n'était pas prête à parler. Je lui ai demandé si ses amis venaient encore chez nous, pour donner leur avis sur notre mariage. Elle s'est mise sur la défensive. J'ai besoin de parler à des gens qui se soucient de mon bonheur. Et là, c'est devenu clair pour moi, Sarah n'allait pas se battre pour nous. Elle n'allait pas demander à ses amis de s'éloigner. Elle allait continuer à les laisser décider de la direction de notre mariage. Et même si on essayait de repartir à zéro, ça se reproduirait. Toujours.
tant qu'elle accorderait plus d'importance aux avis des autres qu'à notre histoire. J'ai passé la semaine à penser à tous les bons moments que nous avions vécus. 8 ans de souvenirs, de promesses, de complicité. Je me suis souvenu de la femme dont je suis tombé amoureux à la fac. Celle qui croyait en mon rêve de devenir professeur. Et je me suis demandé, à quel moment ma profession est-elle devenue une honte, plutôt qu'une fierté? Mais chaque fois que je pensais à sauver notre mariage, je me rappelais du silence de Sarah pendant que ses amis disaient que je n'étais pas à la hauteur. Je me rappelais qu'elle m'avait demandé de partir, au lieu de les mettre dehors. Et j'ai compris, la femme que j'avais épousée, n'existait plus. Et la personne qu'elle était devenue, influencée par ce groupe, n'était pas quelqu'un avec qui je pourrais construire un avenir. J'ai pris rendez-vous avec un avocat recommandé par un collègue de l'école. J'ai passé 2 heures à lui raconter toute l'histoire. Il m'a écouté, puis il m'a dit, très sérieusement, que ce que je décrivais était bel et bien une forme de violence émotionnelle. Que ces femmes avaient mené une véritable campagne pour détruire mon estime de moi et mon mariage. Comme nous n'avions ni enfants ni gros biens à partager, la procédure serait plus simple. J'ai signé les papiers ce même après-midi. Il m'a dit qu'il les enverrait à Sarah dans les jours suivants. Quand Sarah a reçu les documents, elle m'a appelé en pleurant. Entre 2 sanglots, elle a demandé. « Pourquoi tu n'as pas essayé de régler les choses avant de prendre une décision aussi radicale ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit. « Parce que tu as clairement montré où était ton cœur, quand tu as préféré parler de nos problèmes avec tes amis, au lieu d'en parler avec moi. Tu es restée silencieuse pendant qu'elle disait que je ne valais rien. Et ensuite, tu m'as demandé de partir de notre maison, au lieu de leur demander de partir. » Sarah a dit qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. Qu'elle était perdue. Mais j'ai répondu. Les dégâts sont faits. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas continuer un mariage avec quelqu'un qui pense s'être contenté de moi. Que je ne pouvais pas vivre dans une maison où je me sentais comme un intrus, un fardeau. Elle a demandé si on ne pouvait pas essayer une thérapie. Si ce n'était pas possible de recommencer. Mais j'ai été honnête. Notre problème, ce n'est pas un manque de dialogue. C'est un manque de respect. Tu as perdu le respect que tu avais pour moi, et tu as laissé d'autres personnes détruire ce que nous avions construit. Sarah a tenté de se justifier. Les filles essayaient juste de m'aider à comprendre mon mal-être, peut-être qu'elles m'ont donné de mauvais conseils, mais ça ne veut pas dire que notre mariage doit se terminer. J'ai répondu calmement, mais fermement. De bonnes amies t'auraient dit de parler à ton mari. Mais elles t'ont encouragé à imaginer une vie avec quelqu'un d'autre. Elles t'ont fait sentir prisonnière de moi, comme si j'étais une erreur dans ton parcours. Et le pire, tu as accepté ça. Tu en as été complice. On ne peut pas revenir en arrière. Je lui ai dit qu'aucun mariage ne survit quand l'un des deux permet à des gens extérieurs d'attaquer et d'humilier son propre conjoint et que je méritais mieux que ce qu'était devenu notre couple. La procédure de divorce a duré environ 8 mois, car nous devions partager nos biens et décider quoi faire de la maison. Finalement, Sarah a racheté ma part avec de l'argent emprunté à ses parents. J'ai utilisé cet argent comme apport pour un petit appartement, plus près de l'école où j'enseigne. Pendant ces mois, je n'ai presque pas eu de contact avec Sarah, seulement à travers nos avocats. Mais des amis communs m'ont dit qu'elle continuait à sortir avec les copines du café, et qu'elle l'aidait à surmonter le divorce. J'ai aussi appris que certaines d'entre elles avaient dit que Sarah semblait soulagée par la fin du mariage. Pour moi, cela n'a fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Rebecca aurait dit que Sarah était mieux ainsi, loin de quelqu'un qui ne voyait pas à quel point elle était spéciale. Et Jessica aurait commenté que Sarah ne tarderait pas à trouver quelqu'un à sa hauteur. Rien de tout cela ne m'a surpris. Ces femmes ont probablement célébré la fin de notre mariage comme une victoire personnelle. Je me suis installé dans mon nouvel appartement et j'ai commencé, petit à petit, à reconstruire ma vie d'homme célibataire. Et, à ma grande surprise, j'ai ressenti un profond soulagement dès que je me suis éloigné de cet environnement rempli de jugement et de négativité. C'est là que j'ai eu un déclic. J'avais passé des mois à marcher sur des œufs, à essayer de prouver ma valeur à des personnes qui avaient déjà décidé que je n'étais pas à la hauteur. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais juste être moi sans me sentir petit, inadapté ou invisible. Presque 1 an après le divorce, j'ai croisé Maria au supermarché. Elle m'a salué comme si nous étions de vieux amis. Elle m'a dit qu'elle espérait que je ne gardais pas de rancune, et elle semblait sincèrement étonnée que je ne partage pas son enthousiasme. Je suis allé droit au but.
Maria, je vous tiens, toi et tes amis, pour responsables de la destruction de mon mariage. Je vous trouve manipulatrice. Des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas juste pour flatter leur propre ego. Elle s'est défendue. On a juste essayé d'aider Sarah à être heureuse. Ce n'est pas notre faute si votre mariage avait des problèmes. J'ai répondu. Tous les mariages ont des problèmes. La différence, c'est que les couples matures essaient de les résoudre ensemble. Ce que vous avez fait, c'est transformer de petits désaccords en excuses pour convaincre Sarah qu'elle méritait mieux. Je lui ai dit qu'elles avaient passé des mois à me faire me sentir comme un intrus dans ma propre maison, à pousser ma femme vers le gouffre du doute. Et que ce qu'elles avaient fait, c'était cruel. Maria a répliqué que c'était Sarah qui était venue chercher du soutien, qu'elle n'avait fait qu'écouter. Mais j'ai conclu. Une vraie amie lui aurait dit, parle avec ton mari. Mais vous avez préféré lui peindre un tableau où la seule issue, c'était de me quitter. Maria est partie d'un pas sec, visiblement énervée. Et moi? Je me suis senti soulagé. Ça m'a fait du bien de dire enfin en face tout ce que je pensais. Peut-être qu'ensuite elles se sont retrouvées pour me traiter d'aigri, de rancunier. Mais franchement? Je m'en fiche. J'en ai marre d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui n'ont jamais pris la peine de me voir. 1 an après le divorce, j'ai appris que Sarah avait un nouveau copain. Un entrepreneur à succès, du genre que ses amis avaient toujours idéalisé. J'ai souri en entendant dire que ce fameux copain n'aimait pas trop les amis de Sarah. Il disait qu'elle se mêlait trop de sa vie personnelle. Et pour la première fois, j'ai sincèrement espéré que Sarah prenne une meilleure décision cette fois-ci. Qu'elle comprenne qu'on ne peut pas construire une relation saine en écoutant plus les autres que son propre partenaire. Et vous savez quoi? Au final, ces femmes avaient raison sur un point. On n'était vraiment pas dans la même catégorie. Mais elles se sont juste trompées sur un détail. C'est moi qui me contentais de moins que ce que je méritais. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, ce n'est pas le groupe d'amis qui a détruit ce mariage, c'est le manque de courage de Sarah à défendre ce qu'ils avaient construit. Dans toute relation, il y aura des voix extérieures, des critiques, des opinions. Mais quand on aime vraiment, on choisit de rester, de se battre, de dialoguer. Quand on laisse les autres décider à sa place, c'est qu'au fond, on a déjà abandonné. Au final, cet homme n'a pas perdu sa femme. Il s'est libéré d'un environnement toxique et a retrouvé sa paix intérieure. Et pour moi, ce n'est pas un échec. C'est une délivrance. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.